modeste quant à sa capacité d'accueil, mais hospitalière. On verra. Car d'autres lieux ont décliné notre demande, estimant Oui, non, je donnerai non, pas pas de- c'est pire. estimant le sujet de la conférence trop politique. Pourtant, il est important d'y répondre maintenant. Car si par des circonstances que nous ne voulons pas envisager comme inéluctables, le Rassemblement national devait accéder au pouvoir dans quelques mois, il serait alors trop tard pour débattre sereinement et agir collectivement. Cette conférence a été labellisée dans le cadre du dispositif 1001 territoires, vous voyez le panneau derrière moi, pour la fraternité. Après les élections de 2024, 42 organisations nationales, associations et syndicats réunis, dont certains ici sont représentés, ont choisi de s'engager dans cette démarche destinée à lutter contre la montée de l'extrême droite au travers d'initiatives positives telles que les conférences, des ciné-débats, des pièces de théâtre, des cafés citoyens, des fêtes de la fraternité, des activités auprès des jeunes en lien avec la démocratie, avec l'histoire et la mémoire ou d'autres formats adaptés aux réalités de chaque département. Par ces initiatives, nous voulons affirmer notre attachement à la démocratie et à nos valeurs républicaines, à la liberté de conscience et à celle d'expression, à la fraternité, la solidarité, l'ouverture à l'autre, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne. Dans l'élan d'un 5 mois d'exercice, nous comptons déjà 24 actions labellisées, menées par plusieurs associations, dont des représentants sont ici ce soir, et en qualité de coordinateur départemental des villes et territoires, Jean-Luc Gadou, notre délégué général, qui est au fond de la salle, et moi-même vous remercions pour votre investissement au service de cette initiative. Concernant plus spécifiquement le thème de notre conférence, la Ligue de l'enseignement a choisi en 2025 de consacrer son congrès national à une question aujourd'hui essentielle, l'éducation à l'esprit critique. Dans un monde où les certitudes vacillent, où la montée des populismes fragilise nos institutions et nos droits, et devant une telle urgence démocratique, les mouvements d'éducation populaire ont le devoir de proposer des alternatives et de mener un combat quotidien. Face à une manipulation devenue de nos jours une arme politique trop souvent banalisée, il est essentiel d'apprendre non pas à douter systématiquement de tout, mais bien d'identifier le vrai du faux. Tout comme à l'origine de la création de la Ligue de l'enseignement en 1866 par Jean Massé, et pour faire face à des raisons présentant quelques similitudes avec ce lointain passé, aujourd'hui, former des citoyennes et des citoyennes libres, capables de penser par eux-mêmes, devient pour notre mouvement un acte de résistance démocratique. L'avertissement d'Hannah Arendt, il y a plus de 70 ans, résonne encore aujourd'hui. Elle disait ceci: protégez votre capacité à penser, exigez des preuves, distinguez les faits des opinions. Ne laissez pas le flot de mensonges vous faire abandonner la vérité elle-même. Parce que dès que vous cessez de vous soucier de ce qui est vrai, vous avez déjà perdu tout ce qui compte.
Le combat consiste à refuser de cesser de penser. Ce sera également le sens de l'intervention de Nicolas Martin, qui a échangé sur cette thématique cet après-midi avec une vingtaine d'adolescents et nous fera part de la réaction, bien évidemment. Nicolas, docteur en mathématiques appliquées, enseignant à l'université de Toulouse et conférencier. Nicolas s'intéresse particulièrement à la manière dont l'esprit critique s'articule avec des enjeux éthiques et politiques. Il est membre du Cortex, qui veut dire collectif de recherche transdisciplinaire, esprit critique et sciences. C'est compliqué. Et cofondateur du Rasoir Doc. Voilà, vous avez tout compris, ça tout à l'heure. Une association toulousaine dédiée à la promotion de l'esprit critique. Il a également coordonné et coécrit l'ouvrage collectif Petit manuel d'esprit critique pour le militantisme écologique. Et un autre, je pense, qui n'est pas encore sorti. Non, c'est celui-là qui est sorti. Ah, il n'est pas encore sorti. C'est la nouvelle version. Voilà. J'en profite pour remercier, je ne sais pas s'il est là, nos amis de la librairie Caractère, qui, lors de chaque conférence, nous proposent des ouvrages en lien avec la thématique et que vous pourrez vous procurer tout à l'heure lors du moment convivial qui suivra la conférence au tiers-lieu. Je vous présenterai tout à l'heure quelques livres qu'il présentera lui aussi, mais que je voudrais vous présenter, notamment un qui est là, voilà, de Pierre-Yves Bocquet, La Révolution nationale en 10 jours et comment l'éviter. Certains l'ont lu. À 100 jours. J'ai dit 8 jours. Ouais, mais 100 jours. Je sais, mais 100 jours, c'est très vite passé. Quand on voit ce qu'il y a écrit dedans et ce que le Rassemblement national ferait en 100 jours, je vous jure que vous ne dormirez pas. Nicolas, je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci Arlette pour cette introduction. Tu as dit déjà beaucoup de choses. Et du coup, merci de l'invitation à la Ligue de l'enseignement des Landes. Merci à vous toutes et tous d'être nombreux, c'est incroyable. Très content, j'ai rarement eu une salle aussi comble, je pense, mais c'est simplement que le sujet importe beaucoup et ça fait plaisir à voir, j'imagine. En tout cas, voilà, je vais essayer de. C'est vrai que le sujet est grave, mais on va essayer quand même de passer un moment, un peu ludique et pédagogique ensemble. Pour me présenter, Arlette a dit déjà beaucoup de choses. Donc, je suis Nicolas Martin. Moi, on va dire que alors, j'ai plus l'ordi au bon endroit. Est-ce que c'est grave? Peut-être pas. Je pense que je peux le laisser là, c'est pas très grave. Non, ça va être chiant. J'ai changé l'ordi. Parce que pour changer les slides, ça va être plus pratique. Alors, est-ce que je vais y arriver sans faire de bêtises? Voilà, très bien. Voilà. Donc, comme Arlette l'a dit, moi je suis je baigne dans le milieu incroyable de l'esprit critique. Depuis maintenant 5-6 ans, à divers titres. Donc, je fais de l'enseignement à l'université de Toulouse, donc notamment en école d'ingénieur, aussi auprès des doctorants, et puis après pas mal aussi avec des associations. J'ai co-créé une association qui s'appelle le Rasoir Doc, comme ça a été dit. Je fais partie d'une autre association qui s'appelle le Cortex. Et puis, à côté de ça, j'essaie aussi de pas mal me renseigner sur la recherche, sur ce qui est écrit autour de ces questions d'esprit critique. J'ai plusieurs approches, on va dire, à l'enseignement, côté associatif, vulgarisation, on va dire, et puis côté un peu recherche. En revanche, je ne suis pas du tout spécialiste de la question de l'extrême droite. Comme beaucoup ici, je pense que c'est une question qui m'intéresse, sur laquelle je me renseigne, qui me préoccupe, mais je n'en suis pas un expert du tout, donc je vais essayer quand même de dire des choses
un peu intelligente, mais moi, mon domaine d'expertise, c'est clairement plus l'esprit critique, donc ça va être plutôt l'angle qu'on va prendre, hein, c'est vraiment qu'est-ce que c'est l'esprit critique, et pourquoi ça peut avoir du sens de le mobiliser face à l'extrême droite, et quelles en sont les limites. Okay. Voilà, je crois que c'est à peu près ce que je voulais dire. Pour commencer, donc je vais juste débuter avec deux, trois informations factuelles et on va dire de définition un peu comme préliminaire à la suite. Et la première sur laquelle je vais passer vraiment littéralement juste une slide, parce que je le répète, je ne suis pas expert et c'est pas le sujet de la conférence, c'est que l'extrême droite progresse. Voilà. Parce que je pense qu'on en est tous plus ou moins conscients, on peut l'observer de différentes manières. Donc là, je vous ai mis juste une image animée qui vient de Libération, je pense, qui montre voilà, les résultats aux élections du FN/RN sur 50 ans dans différentes élections, donc régionales, départementales, etc. Donc c'est assez clair de voir hein, sur cette image-là la progression. On aurait pu le voir à d'autres niveaux en regardant la place que ça prend dans les médias, la place des idées de l'extrême droite, etc., etc. Voilà, j'ai choisi ça juste pour l'illustrer très rapidement. On va partir de ce point-là pour aller vers d'autres choses et on n'y passera pas beaucoup plus de temps. Si jamais vous avez des questions, etc., pendant la conférence, vu qu'on est très nombreux, peut-être plutôt à la fin, mais si jamais vraiment il y a quelque chose d'assez rapide ou un point d'éclaircissement que vous avez besoin, n'hésitez pas à lever la main ou un terme qui n'est pas clair, etc. Le deuxième point, c'est que je voulais aborder, que là on va y rester un petit peu plus de temps, c'est la question de l'extrême droite dans le champ très vaste et très flou, qu'on pourrait appeler le champ des idées, les champs des idées et de l'information, et voir, en fait, si on se dit qu'on veut mobiliser l'esprit critique contre l'extrême droite, c'est peut-être parce que justement l'extrême droite a quelque chose qui ne serait pas très critique, par exemple, ou pas très, ou un peu déconnecté de la vérité, de la réalité, etc. Donc là, c'est un peu ce qu'on va essayer de voir, et je vais essayer de vous montrer à travers différents exemples et à travers différents registres. Et le premier qu'on va regarder, c'est sur la question de la science. Donc, la science est quand même un point assez important quand on s'intéresse à l'esprit critique. Alors, je ne sais pas si vous pouvez trop lire ce que j'écris, mais de toute façon, je le dis à l'oral. C'est assez clair, et je vais vous montrer quelques exemples par la suite, que les mouvements d'extrême droite tiennent très souvent des positions anti-science, okay, anti-scientifiques, à différents niveaux. On pourrait dire, d'une part, ils ne reconnaissent pas ou ils ne prennent pas forcément en compte les résultats scientifiques, et d'autre part, les mouvements d'extrême droite ont tendance à mettre des bâtons dans les roues à la recherche académique une fois qu'ils sont au pouvoir. Okay. Alors, je vous ai mis quelques exemples, hein, le climato-scepticisme par exemple, le négationnisme, okay, donc le fait de remettre en question l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment des camps de concentration, donc tout ce qui tourne autour de la pseudo-histoire, et aussi quelque chose qui est assez important, c'est l'hostilité au SHS. La SHS, donc, c'est tout ce qui est sciences humaines et sociales, donc on peut mettre donc, évidemment l'histoire, mais aussi la sociologie, les sciences économiques, l'anthropologie, tout ça. Alors je vous montre quelques exemples. Je suis tombé sur... Je refuse absolument. Alors, non, alors juste, le problème c'est que pour le son, c'est pas terrible, ça sort de là-haut. Donc voilà, il faut peut-être juste être un peu silencieux quand je fais des vidéos. Donc je vais vous montrer une vidéo de Renaud Camus, qui est assez connu pour être l'inventeur de la théorie du grand remplacement. Oui, c'est peut-être. Et je suis tombé sur cette vidéo récemment où il parle un peu de son rapport aux sciences humaines, justement, et je trouve que c'était assez parlant pour montrer ce décalage entre du coup, une position d'extrême droite et les sciences. Je refuse absolument d'entrer dans les chiffres. Je parle de l'évidence. Jamais dans l'histoire de notre pays et d'aucun pays, on ne s'en est remis à la science pour définir une situation historique évidente. Est-ce que vous croyez que Charles VII a dit à Jeanne d'Arc, vous parlez d'occupation anglaise,
prouvez-le, combien d'anglais dans chaque province? Est-ce que Jean Moulin a dit, mais combien y a-t-il d'Allemands en France exactement? C'est le drame qui est survenu à notre peuple, c'est le vol par les sciences humaines, le regard de l'expérience, et même de la douleur. Les gens n'ont même plus droit à leur chagrin devant ce qui survient à leur patrie et qui aurait fait horreur à leurs parents, à leurs grands-parents et à tous leurs aïeux. On leur vole non seulement au nom d'une science qui n'est pas pertinente en l'occurrence, mais qui en plus, soit dans les meilleures hypothèses, s'est trompée toujours, et dans la plus mauvaise, parce qu'elle est servile, parce qu'elle est au service du pouvoir, a menti absolument constamment, a menti sur tout. Bon, le petit truc, c'est que ça vient d'un compte d'extrême droite que je suis un petit peu pour mes recherches, donc ne vous méfiez pas trop. Mais voilà, c'est quand même assez frappant cette vidéo, à quel point vraiment c'est la science se trompe ou ment assez explicitement, hein, genre toute la science, toute cette partie de la science en tout cas, selon lui, se trompe. Et du coup, il en appelle plus à quelque chose de plus de ressenti personnel, individuel. Et il y a un terme qui est souvent utilisé par l'extrême droite, qu'on entend souvent, c'est le bon sens. Je sais pas si vous avez déjà entendu, mais alors, notamment là, dans les municipales à Toulouse, il y a quelques semaines, il y avait un représentant du RN, qui a fait un piètre score d'ailleurs, et tant mieux, qui avait, c'était un de ses mots un petit peu de sa campagne, qui était le bon sens. Donc ça va un peu dans le sens. Alors d'autres exemples de cette distance entre l'extrême droite et la science, il y a ce livre-là qui est sorti il y a quelques années, un tract de Gallimard qui était Zemmour contre l'histoire, qui reprenait, donc c'était un travail d'un collectif d'historiens qui reprenait toutes les erreurs factuelles sur lesquelles, que Zemmour avait prononcées et sur lesquelles des historiens avaient pointé du doigt la fausseté. Et puis il y en a un deuxième qui est sorti, donc vraiment pour bien appuyer ce fait-là, qui s'appelle La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs. Donc voilà, encore une fois, sur cette question de l'histoire. J'ai une autre vidéo. Mais c'est assez... Alors c'est chiant, il faut que je présente la vidéo avant d'avancer parce que ça se lance tout seul. Alors je ne sais plus exactement c'est laquelle, ça se passe dans un conseil à l'Assemblée nationale où pareil un des membres du RN donne son avis sur les sciences sociales. Mais c'est assez sidérant. Je ne pensais pas qu'intellectuellement, idéologiquement, votre courant en était là. Les sciences sociales sont-elles une science? Bon, ça c'est un vieux débat. La réponse serait plutôt non. Est-ce que le Rassemblement national est hostile aux sciences sociales? On pourrait aussi retourner dans l'histoire des idées politiques. On attribue souvent à Auguste Comte la paternité de la sociologie, on pourrait aussi citer Louis de Bonald. Est-ce que le pouvoir politique doit flécher les financements publics en fonction de priorités de recherche? Nous, on pense que la réponse est oui. Et effectivement, en domaine de sciences sociales, on aurait plutôt tendance à orienter les financements publics vers les sciences dites dures, au détriment, effectivement, des sciences sociales. L'idée étant d'orienter, effectivement, le financement public vers de la recherche fondamentale et indépendante, vers des domaines qui sont plus productifs. Mais c'est assez sidérant. Je ne pensais pas... Voilà. Et dernier point, c'était... je voulais vous montrer plusieurs tribunes qui ont été écrites en juin 2024, donc il me semble que c'est juste avant les législatives. Il y avait une grosse menace de la montée de l'extrême droite. Il y a beaucoup de collectifs, d'associations, de chercheurs, chercheuses, scientifiques qui ont écrit des appels ou des tribunes pour prévenir en fait des dangers de l'extrême droite contre la science. Donc voilà, vous avez une tribune qui s'appelle Nous scientifiques appelons à la mobilisation contre l'extrême droite. Ici au milieu, appel à la résistance contre l'extrême droite au pouvoir, qui vient donc de la section 40, donc c'est une partie du monde de la recherche. Ici en haut à droite, appel des scientifiques du Comité national de la recherche scientifique à faire barrage à l'extrême droite aux élections législatives. En bas à gauche, sciences et scientifiques, des points de détail pour l'extrême droite. Alors ça c'était la société IF, ça doit être d'informatique française je crois. Et à droite on ne voit pas du tout, mais c'était, je sais pas, les scientifiques contre l'extrême droite qui venaient d'une association de sociologues si je ne dis pas de bêtises. Et je vous ai mis au milieu un extrait que je trouvais assez parlant qui dit « Nous l'affirmons clairement, l'accès au pouvoir de l'extrême droite fait non seulement peser des risques graves sur la recherche et l'enseignement, sur la place accordée aux faits scientifiques dans le débat public, mais elle menace surtout le modèle même de société auquel nous aspirons, une société démocratique où les décisions émergent de débats collectifs, ouverts, libres, respectueux et bien sûr informés. »
Voilà, ça c'était pour la partie science. Alors, j'ai oublié de vous le préciser, mais je l'avais noté ici. Avec mon association du Cortex, on s'était aussi, on a déjà fait un travail sur cette question-là. C'était en 2004, au même moment où il y avait beaucoup d'inquiétudes autour de la montée de l'extrême droite au moment des législatives. On avait écrit aussi un article qui ressemblait aussi à une tribune qui s'appelait « Que reste-t-il de la pensée critique sur un gouvernement d'extrême droite ?» On avait déjà un petit peu commencé à travailler sur ces questions-là et montrer que, bah oui, évidemment, un régime d'extrême droite fait beaucoup de mal en fait à la pensée critique et à la question de la science et des faits. Le deuxième point sur lequel je vais un petit peu m'attarder aussi, après on ira un petit peu plus vite, c'est sur la question des médias, hein, une autre question importante quand on pense au traitement de l'information. Et une fois encore, l'extrême droite se distingue hein, dans les médias par plusieurs choses. Donc, je vous ai mis la désinformation, l'instrumentalisation des faits divers et la mise en récit, ainsi que le peu d'indépendance et de pluralisme. Alors, je vais l'illustrer par plusieurs exemples. Alors, le premier, c'est une fake news qui est sortie il y a très peu de temps, que vous avez peut-être suivi, qui concerne Bali Bagayoko, donc le nouveau maire de Saint-Denis. Hein, et cette histoire de ville des Nords. Je vous montre toute une petite vidéo qui explique un petit peu comment cette information s'est répandue. En quelques instants, il est réussi à sortir de la grille de lecture posée par Rochepin et il déploie ses propres mots-clés. Mais c'est trop tard, l'extrême droite s'est déjà emparée de l'extrait. Le 16 mars à 9h57 du matin, Gilbert Collard tweet « Rochepin dit au nouveau maire de Saint-Denis, c'est la ville des rois. Il répond, c'est la ville des noirs. Où est le racisme ? Cette phrase est terrible par son séparatisme. C'est complètement absurde. Il faut vraiment avoir l'oreille raciste pour entendre « ville des noirs » alors que l'expression de Bali Bagayoko était très claire. Et pourtant, le soir même, la fake news est reprise par Alexandre Devecchio, le rédacteur en chef des pages débat et idées du Figaro. Il s'exprime dans l'émission « C'est ce soir » sur France Télévisions. Quand on voit Saint-Denis, qui d'une certaine manière pourrait être cette capitale de la Nouvelle-France dont rêve Jean-Luc Mélenchon, le maire qui vient d'être élu dit on est la ville des Noirs. Donc il y a un certain nombre de déclarations qui reposent sur quelque chose, sur une logique communautariste. Quand on déclare désormais cette ville est la ville des Noirs, c'est en faire un ressort communautaire. Il n'a pas fait que ça. Il a quand même tweeté. Je ne connais pas cette phrase. Il a dit hier sur LCI devant Darius Rochepin. On pourra vérifier. Du coup, on a vérifié et on sait qu'Alexandre Devecchio a menti. Mais on se demande quand même pourquoi. Et en jetant un coup d'œil dans son profil. Bon, je m'arrête là, vous pourrez aller voir la vidéo entière si vous voulez. C'est un truc qui s'appelle Histoire Crépue, qui fait des super vidéos. Et je vous ai mis en bas aussi une référence vers un communiqué de la LDH qui commentait comment s'est répandue cette fake news à travers ce qu'on appelle un peu la fachosphère sur Internet et plus globalement dans les médias aussi. Sur la question des faits divers aussi, c'est un vieux fait, quelque chose qui date depuis longtemps, le fait que l'extrême droite va beaucoup instrumentaliser des faits divers. Alors, peut-être les plus anciens s'en souviennent, moi je ne m'en souviens pas, je suis trop jeune. Mais l'histoire de Papy Voise, qui juste avant l'élection présidentielle de 2002, donc la première élection présidentielle où le RN, le FN à l'époque, est passé au second tour, c'était un fait divers qui est sorti dans la presse et qui avait pris beaucoup de place dans les médias et d'après certains commentateurs aurait permis de faire passer Jean-Marie Le Pen à l'époque au second tour. Donc c'est une histoire d'un vieux monsieur qu'on a surnommé Papy Voise dans les médias, qui s'était fait, alors je sais plus exactement l'histoire, mais qui s'était fait frapper à son domicile. Et du coup, voilà, Jean-Marie Le Pen en avait beaucoup parlé, comme la cerise sur le gâteau, de l'insécurité, etc., etc. Plus récemment, le meurtre de Lola, qui est souvent réutilisé, qui est évidemment une tragédie, mais qui est souvent réutilisé par le Rassemblement National pour soutenir ses thèses. Il y a une vidéo de la Fabrique du mensonge qui s'appelle Le meurtre de Lola, la récupération de l'extrême droite. Puis voilà, je vous ai mis un tout petit extrait qui dit ça, le fait divers, un outil politique redoutable jouant sur les émotions pour défendre un agenda d'extrême droite. Alors, plus récemment, on en a eu encore d'autres. Il y a eu, il y a quelques années maintenant, à Crépol, le meurtre de
Thomas Perotto, alors, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent, à Crépol, qui a causé un gros emballement médiatique et de multiples mobilisations, dont certaines à connotation raciste, menées par des groupuscules d'extrême droite, qui étaient allés dans des quartiers, je crois que c'était du côté de Valence, ou de Lyon, à Valence, qui a fait des descentes, comme on dit, dans les quartiers suite à ce fait-là. Et puis encore plus récemment, évidemment, on l'a certainement en tête, le meurtre de Quentin de Ranc à Lyon, suite auquel il y a eu beaucoup de rassemblements de l'extrême droite, où on a retrouvé notamment des éléments néo-nazis pendant ces rassemblements-là. Donc ça, c'était pour le point fait divers. Alors ça, j'aime particulièrement. Ça, c'est très. Alors, je suis vraiment dans l'actualité. Donc là, c'est plutôt pour le côté mise en récit. Alors, vous avez peut-être suivi que Paris Match a fait sa couverture récemment sur le couple de Bardella avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Céciles. Voilà, qui seraient des photos volées, etc. Et alors, je ne peux pas m'empêcher de vous lire le début de l'article, qui quand même est un exemple notoire d'embellissement et de romantisation de cette histoire-là. Je vous le lis, ça dit cela. Ce matin-là, à Ajaccio, la lumière avait cette douceur qui suspend le cours du temps. Entre la Méditerranée et les reliefs silencieux, tout paraissait s'accorder dans une harmonie presque irréelle. Les Corses connaissent ce miracle, les îles sanguinaires, ces 4 îlots mystérieux situés à l'extrémité du golfe. C'est dans ce décor, où chaque pierre semble chargée de mémoire, qu'une scène inattendue s'est offerte au regard. Je me retiens de rire. Jordan Bardella et la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Céciles marchent côte à côte. Alors, y a après tout le reste de l'article, mais en récit, l'histoire de ce jeune qui viendrait de banlieue, qui a réussi à s'élever par sa puissance intellectuelle pour et arriver jusqu'à la princesse. Vraiment, on est dans un conte de fées, quoi. On est vraiment dans un conte de fées. Les dernières photos, même les habits, il a été démontré que qu'en fait, la tenue n'est pas du tout en cohérence à une promenade. Ah oui, voilà, ça a été réfléchi. La manière dont ils sont habillés, ça colle pas. Ouais, voilà. Puis en fait, on voit comment comment on imite une fausse photo de paparazzi en mettant un flou devant, comme si vraiment il était caché derrière des buissons, alors que c'est hyper ridicule parce qu'il y a une autre photo après où ils sont de l'autre côté, donc forcément ils ont dû passer devant le photographe, mais c'est quand même voilà, c'était comment ils disent, une scène inattendue. Voilà, formidable. Alors encore sur les médias, bon, évidemment il y a toute la menace, donc là on va dire ce qu'on a vu c'était plutôt comment le RN use, enfin l'extrême droite de manière générale use des médias aujourd'hui. Ça c'est autre chose qui est aussi tout à fait inquiétant, c'est comment le RN pourrait, et l'extrême droite pourrait utiliser les médias à l'avenir, donc notamment avec le groupe Bolloré et également le plan de Pierre-Édouard Stérin, qui donc, vous connaissez peut-être, et qui est un milliardaire, enfin, au moins un millionnaire, un ultra riche qui consacre une grosse partie de sa fortune à monter le RN au pouvoir. Et du coup, parmi son plan, donc il touche à beaucoup de choses, notamment au milieu associatif. J'en redirai un mot tout à l'heure. Mais aussi aux médias. Donc, il avait essayé de racheter Marianne, il me semble, il y a un an, ça ne s'est pas fait. Mais il a d'autres médias, notamment Le Crayon, si je ne dis pas de bêtises, qui est sur YouTube. Voilà. Et des écoles de journalisme. Voilà. Et puis là, vous avez tout l'empire Bolloré, donc qui touche aux médias, on va dire, télé classiques, mais qui touche maintenant aussi à l'édition, à des boutiques. Vous avez notamment toutes les boutiques relais que vous trouvez dans les gares. Donc là, c'est toute la partie édition avec Larousse, Fayard, Grasset. Donc là, vous avez des médias papier d'après, donc Voici, Capital, Géo, Femme Actuelle. Voilà, tout un tas de choses, évidemment, MyCanal, Canal+, CNews. Voilà, donc c'est vraiment un empire médiatique qui est assez tentaculaire et qui est aussi, disons, à la botte d'une idéologie qui sert, quoi. Pas de l'intérêt public. Et évidemment aussi, une des mesures phares du Rassemblement national,
c'est la fin du service public, enfin de l'audiovisuel public. Donc voilà, ils sont pour la privatisation, c'est assez clair, de l'audiovisuel public. Je vous ai mis un petit extrait d'un historien qui s'appelle Christian Delbans, Sa diversité, sa liberté d'informer. Ces journalistes ne sont pas des militants. Traditionnellement, l'extrême droite ne voit dans le journalisme que du militantisme. Le Front National puis le Rassemblement National s'en est toujours pris aux journalistes du service public. Dans les meetings de Jean-Marie Le Pen, ils étaient même sifflés. Voilà, donc ça c'était le petit point sur les médias. Donc là on a vu la science, les médias. Le point suivant c'est l'éducation. Alors là je me suis appuyé, donc là on va passer un petit peu plus vite sur les points suivants. Je me suis appuyé sur un article qui a été écrit par le Café Pédagogique, qui est une association, je pense, et un blog en ligne qui parle du coup du monde de l'éducation. Et qui, pareil aussi, en juin 2024, il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient écrit des articles à ce moment-là, avaient écrit un article qui s'appelle « Et si l'extrême droite prenait le pouvoir ?» d'un point de vue, on va dire, de l'enseignement et du monde de la pédagogie de manière générale. Et du coup, là, j'en ai retiré 5 points assez marquants qui étaient, du coup, qui auraient plus d'autoritarisme, donc notamment plus de sanctions, de dénonciation au sein des élèves, et le retour de l'uniforme. Le manque de mixité, donc là, il promeut la fin du collège mixte. Une vision passéiste et rétrograde, souvent dans les contenus, dans les programmes qu'ils promeuvent. Une lutte contre le fameux wokisme, bien évidemment, donc on va dire un peu contre toutes les progrès, enfin toutes les luttes pour des progrès sociaux, et une mise au pas aussi des enseignants, donc notamment avec un salaire au mérite, une exigence de neutralité et un accroissement du contrôle de l'inspection. Voilà, donc ça c'était pour le point enseignement. Le point suivant c'est sur la démocratie. Bon là, pareil, je ne vais pas m'y attarder plus que ça, mais évidemment, d'un point de vue de la démocratie, il y aura un gros point sur l'affaiblissement des contre-pouvoirs. En fait, on peut déjà le voir assez clairement, déjà aujourd'hui, hein, avec notamment une répression des mouvements sociaux, voilà, des oppositions, des syndicats, une mise à mal de l'état de droit. Donc, je vous rappelle ce qu'avait dit... j'ai perdu son nom. Retailleau, merci, qui savent de quoi je vais parler. Qui disait il y a quelques mois que voilà, l'état de droit n'est pas sacré. Je ne dis pas si je ne défends pas ce qu'il dit. Et voilà aussi une influence sur la justice non négligeable. Point suivant, qui concerne ici beaucoup de monde, je pense, c'est le point sur la culture et les associations. Donc évidemment, on peut craindre bien moins de moyens pour la culture, et c'est déjà en place, hein. Je vais en dire un mot après, et un financement des associations idéologiquement compatibles. Encore une fois, c'est le projet un petit peu de Sterrin, avec, vous connaissez peut-être la Nuit du bien commun, qui fait partie du plan de Sterrin pour financer un certain nombre d'associations en France, mais globalement c'est financer des associations qui vont un petit peu dans son sens idéologique. Alors, je vous ai mis un petit extrait qui vient de Claire Toury, qui est la présidente du mouvement associatif, qui avait écrit donc, un article en juin 2024, encore une fois, comme beaucoup de choses que je cite ici, qui s'appelait donc l'article « L'extrême droite, une menace pour l'action associative et citoyenne ». Je vous le cite. « Partout où les forces autoritaires ont accédé au pouvoir, elles n'ont eu de cesse de s'en prendre à la vie associative et celles et ceux qui font association. C'est le cas en Hongrie avec le gouvernement de Viktor Orban, qui a été condamné par la Cour de justice de l'Union européenne pour ses restrictions imposées au financement des organisations civiles, mais c'est aussi le cas en France, dans les communes administrées par le Rassemblement national. Ainsi, à Hayange, dans le 57, en 2016, le maire a mis à la porte le secours populaire de ses locaux. Il a coupé le chauffage du fait de son caractère politisé et pro-migrant, alors que l'association comptait près de 1000 bénéficiaires. Voilà, un vrai plaisir. Ont été sanctionnés, ont été sanctionnés les associations qui ont signé ce mouvement, cet article. Ah oui, d'accord. Associatif de Claire. Ok. Bon, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais les associations qui ont signé cette tribune-là ont été aussi sanctionnées. Et enfin, plus globalement, le dernier point que je voulais montrer, c'était
la vision du monde en fait qui est un peu promue par l'extrême droite et qui, on va dire, à bien des niveaux peut être critiquée. Hein. Donc, on en a peut-être un tout petit peu évoqué quand on parlait tout à l'heure de science et de pseudo-histoire et de complotisme, de négationnisme. C'est le côté conspirationniste là, qui est souvent lié à une idéologie d'extrême droite, l'essentialisation des populations minorisées, le passéisme, hein, donc c'est une espèce de glorification d'un passé fantasmé, l'identitarisme, le suprémacisme évidemment, et le mérite. On aurait pu continuer la liste un peu plus loin. Alors, il se trouve que en faisant ce petit travail-là, hein, d'essayer de classer un petit peu tous les points, on va dire, d'achoppement, les points de contradiction entre l'extrême droite et le champ des idées et de l'information, je suis tombé un peu à la fin sur le fait que la Ligue de l'enseignement avait fait ce travail aussi. Vous ne me croirez pas si je vous dis que c'est en juin 2024. Voilà. Et qui en fait notait à peu près les mêmes choses dans un article qui s'appelle « Faire barrage à l'extrême droite, un combat inconditionnel ». Voilà, donc on retrouve, je vous lis les quelques points qui étaient notés. Hein. L'extrême droite au pouvoir, c'est une éducation populaire muselée. Dans son expression, elle est menacée de disparition. L'extrême droite au pouvoir, c'est la fin d'une vision inclusive du système éducatif qui ne stigmatise pas et ne crée pas de ségrégation entre les élèves dès leur plus jeune âge. C'est la fin de l'éducation prioritaire et l'abandon de la mixité sociale à l'école, j'en parlais juste avant. L'extrême droite au pouvoir, c'est la fin de la liberté artistique, c'est une créativité étouffée par la baisse des subventions, notamment, mais pas seulement. C'est aussi le retour de l'ordre moral et de la censure, le contrôle des œuvres accessibles au jeune public, en particulier concernant les questions de genre et le rejet décomplexé de certaines formes d'art qui ne correspondent pas à ces codes. L'extrême droite au pouvoir, ce sont des associations et des syndicats empêchés dans leurs actions par des mesures concrètes, retrait de subventions, refus d'attribution de locaux, intimidation verbale ou physique, etc. L'extrême droite au pouvoir, c'est la fin du principe de solidarité, la réduction des prestations sociales, la paupérisation des classes sociales les plus fragiles et la chasse à ceux qui tentent de leur tendre la main. Sacré programme. Voilà. Alors, c'était le point suivant. La conclusion de ça, c'était que, de manière assez notoire, on peut noter que l'extrême droite accompagne et bénéficie souvent de cet appauvrissement informationnel et intellectuel. Donc, à la fois, ça l'accompagne. Donc, quand elle passe au pouvoir, elle va créer cet appauvrissement-là, et souvent, elle bénéficie aussi parce qu'elle joue sur un certain nombre de fantasmes, etc., qu'on a pu voir avant. Deux choses que je voulais rajouter, c'était que, en fait, en grande partie, le gouvernement actuel gauche une bonne partie des menaces qu'on vient de voir ici. Que ce soit sur les médias, que ce soit sur les subventions, et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici bien placés pour le savoir, que ce soit sur tout un tas de choses qu'on a vues ici, on a déjà un pied dedans avec le gouvernement actuel. Et la deuxième chose, c'est est-ce que au contraire on pourrait espérer que du coup des mouvements de gauche au contraire soient toujours au plus près de la science et de la vérité? Je ne sais pas si on peut faire ce raccourci-là, mais je pense que c'est assez clair quand même que la défense de la science, la défense d'une approche factuelle du monde, d'une meilleure représentation du monde, appartient très certainement plutôt à des mouvements de gauche. Voilà, c'était les deux choses que je voulais rajouter. On a fini sur ces deux points que je voulais montrer pour l'extrême droite. On va passer à la question de la pensée critique, qui était le deuxième point de la question que je posais en début de ma présentation. Alors je vais tenter un exercice assez périlleux qui va être de résumer un petit peu ce que c'est la pensée critique à travers une histoire extrêmement résumée et synthétique d'un mouvement qu'on appelle le scepticisme, qui est d'ailleurs plutôt une multitude de mouvements au cours de l'histoire, dont la fin, et on va dire, une forme qu'elle prend aujourd'hui, c'est l'esprit critique, ou la pensée critique, peu importe, j'utilise les deux de la même manière, et vous montrer en quoi ça a une forme un peu particulière. Donc le scepticisme, qu'est-ce que c'est? Alors peut-être que ça vous parle, ce terme-là. En gros, c'est l'idée de douter, de remettre en question nos connaissances, etc. Alors, on fait souvent commencer par ce personnage ici, qui s'appelle Pyrrhon d'Hélice,
qui a vécu en moins 300, si je ne dis pas de bêtises, en Grèce, à Élis, et qui est souvent représenté comme le précurseur du scepticisme. Et d'un scepticisme assez particulier, c'est un scepticisme radical. Arlette l'a dit tout à l'heure dans son introduction, elle dit que l'esprit critique, c'est pas tout est systématiquement, je sais plus comment t'as dit, eux faisaient ça. Alors pour vous donner un petit peu quelques idées, on raconte que Piron il fonçait dans les arbres parce qu'il n'était pas tout à fait sûr que c'était pas une illusion de son esprit que l'arbre était là. Okay, ou alors on dit qu'il fonçait dans les ravins parce qu'il n'était pas sûr voilà, de ne pas se tromper. On raconte aussi que qu'à un moment donné, il voit son maître à penser en train de se noyer okay, dans une mare et il le sauve pas. Il continue son chemin. Alors heureusement, il y avait tout un tas de disciples qui suivaient Piron comme ça et qui l'empêchaient de tomber dans toutes ces bêtises quoi. Et du coup, quand Piron laisse son maître en train de mourir, à la suite de ça, il en discute avec ses disciples et il dit évidemment, j'étais pas sûr qu'il était vraiment en train de se noyer. Peut-être que j'étais en train de me tromper. Peut-être que j'avais une illusion, un effet d'optique. Et en plus, je suis pas sûr que c'était la bonne chose à faire que de le sauver. Et donc là, on est vraiment sur un doute très très radical. Alors souvent, on fait commencer la tradition avec Piron, mais en fait, on peut assez facilement dire que du scepticisme, il y en a eu de tout temps, et aussi pas que, on va dire, dans cette tradition grecque. On le retrouve aussi dans de nombreuses autres cultures. Alors là, je vous ai mis, vous reconnaissez peut-être, c'est Socrate, qui déjà aussi disait tout ce que j'ai, c'est que je ne sais rien. On retrouve aussi cette idée d'un scepticisme radical. Et puis pour vous montrer un petit peu que ça existait aussi dans d'autres traditions, je vous ai mis deux images là qui correspondent à des fables. La première, c'est ce qu'on appelle les 8 hommes et l'éléphant, les 8 aveugles et l'éléphant, qui est une fable qui vient d'Inde et qui est déjà aussi à l'origine d'écoles sceptiques indiennes et qui imagine ceci. Ces 8 aveugles qui touchent un éléphant, tous ont accès à une partie différente. L'un va tuer la trompe, l'autre la défense, etc. L'autre la queue, l'autre la patte, l'autre le flanc. Et puis après, ils essaient de se mettre d'accord sur ce à quoi ils ont eu accès, quoi, ce à quoi ils ont touché. Et puis, ils ne sont pas d'accord, évidemment. Et puis, il y a même certaines versions de l'histoire qui racontent qu'à la fin, ils se tapent dessus. Okay, donc ça, c'est une idée de dire que, en fait, on a tous des accès différents à la réalité, au monde, et que, en fait, il ne faut pas tous vouloir imposer notre ressenti, notre perception, mais plutôt d'essayer de le croiser pour avoir un récit plus complexe, plus complet, si vous voulez. Donc ça, c'était l'histoire des 8 aveugles et l'éléphant. Et puis il y en a une autre qui est aussi un petit peu connue, qui s'appelle le rêve du papillon. Alors celle-là, elle nous vient de Chine, donc ça c'est plutôt, j'ai envie de dire de bêtises, premier, en moins 200, je dirais, par un penseur chinois qui s'appelle Chuang Tzu. Et Chuang Tzu, il nous raconte cette histoire, il dit... il faisait une sieste, ça commence bien. Il faisait une sieste et puis il se réveille et il raconte que pendant qu'il dormait, il rêvait qu'il était un papillon. Okay, et puis d'un coup il se dit, est-ce que je suis Chuang Tzu qui a rêvé d'être un papillon, ou est-ce que je suis un papillon qui est en train de rêver d'être Chuang Tzu? Okay, et ça encore une fois, c'est un argument qu'on retrouve assez régulièrement dans l'histoire du scepticisme, c'est l'histoire de est-ce qu'on est en train de rêver ou est-ce qu'on n'est pas en train de rêver. Ça c'est vraiment l'illusion presque... Ah, ça s'est coupé, ça revient. Okay. Ça c'est l'illusion un peu ultime quoi, de savoir en fait on peut jamais être sûr de rien dans le sens où tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a accès, peut-être qu'on se trompe parce qu'on est en train de rêver. Donc ça c'est un argument qu'on retrouve souvent. Donc ça c'est on va dire une première phase, je vous le fais vraiment au couteau, mais une première phase du scepticisme ça peut être on ne peut rien connaître. De manière vraiment très tranchée, très définitive, très radicale. Donc à la forme à la façon de Piron qui disait même de l'arbre de Menry. Ensuite, il y a eu, je vous passe un petit peu de l'histoire, mais il y a eu un gros creux, on va dire, du scepticisme pendant à peu près 15 siècles, à cause notamment de l'influence de la religion. Et puis ça va revenir environ au 15e, 16e siècle, avec plusieurs personnes. Donc le Que sais-je, il y en a peut-être qui connaissent Que sais-je, qui est maintenant du coup une collection. Et ça vient d'un philosophe
Montaigne. Voilà, donc ils savent. Hein. Montaigne, qui était un philosophe très connu du scepticisme, de ce nouveau scepticisme, on va dire, du 15e, 16e siècle, et dont l'emblème, c'était ce que sais-je, hein, vraiment dans le sens de ben, je ne sais pas grand-chose, je suis toujours en train de me demander de quoi je suis sûr et qu'est-ce que je suis en train de savoir. J'avais ce petit emblème-là en porte-clés pendant très longtemps. Je ne l'ai plus. Au-dessus, je vous ai mis un petit livre aussi, mais parce que c'est un philosophe toulousain, qui a vécu pendant longtemps à Toulouse, qui a écrit un livre qui s'appelle, alors c'est en latin, c'est Quod nihil setur, que rien n'est savoir, donc on ne peut rien savoir, c'est la même chose, hein, c'est la même idée. Donc c'est un penseur qui est portugais à la base, mais qui a vécu longtemps à Toulouse, qui s'appelle Federico Sanchez. Et ensuite, on va dire, après ce renouveau du scepticisme, là je vous ai mis deux penseurs aussi, le cogito ergo sum, vous savez aussi peut-être, René Descartes, qui, et en dessous c'est Francis Bacon. Okay, les deux vont avoir une particularité, c'est qu'ils vont dire on ne peut pas se satisfaire de ce néant du savoir, de ce nihilisme complet de on ne peut rien savoir, tout est foutu, et qui vont dire bon, peut-être avec un peu de méthode, on peut s'en sortir. Et bon, pareil, hein, c'est assez caricatural, mais on va dire que c'est un peu à cette période-là que va naître ce qu'on appelle le doute méthodique. Hein, on quitte le doute radical, c'est-à-dire on ne peut rien savoir de manière définitive. Là, avec Descartes, on va passer dans ce qu'on appelle un doute méthodique, c'est-à-dire, ok, je doute pendant un moment, le temps de me faire un avis, le temps d'enquêter, d'investiguer sur la question, et puis, si tout va bien, à la fin, si j'ai réussi à me faire un avis, eh bien, je sortirai de cette ignorance, et j'aurai accès à une certaine forme de connaissance. Voilà. On va dire qu'à ce moment-là, Descartes et puis Francis Bacon, qui est aussi un des pères de la méthode scientifique, vont apporter cette nuance-là. Donc là, on va dire, dans cette deuxième phase-là, on passe de « on ne peut rien connaître » à « quoique, avec un peu de méthode, on peut quand même s'en sortir ». Et puis, on fait encore un bond dans l'histoire, et on arrive au début du XXe siècle avec plusieurs personnages. Donc le premier en haut à gauche, j'ai mis une petite bulle qui s'appelle « Esprit critique », parce que c'est le tout premier à avoir utilisé ce terme-là. Alors non pas que les autres n'en faisaient pas avant, hein, mais c'est le premier à avoir utilisé ce terme-là. C'est un philosophe états-unien, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle John Dewey. Dewey, j'ai mal dit. John Dewey, bon bref, peu importe. Qui a écrit un livre qui s'appelle How We Think, bon peu importe, comment nous pensons, où il est le premier à utiliser ce terme-là de critical thinking, en anglais. On a en bas un autre personnage qui s'appelle Bertrand Russell, qui à la base est un plutôt mathématicien, et qui a aussi beaucoup écrit de philosophie, de logique, etc., et qui a été un grand militant, on va dire, pour l'esprit critique, même si il appelait ça pas forcément comme ça, lui il parlait aussi de scepticisme ou de scepticisme scientifique, et puis aussi un grand militant politique, pacifiste. Donc voilà, tout au courant pendant tout le XXe siècle, hein, c'est un personnage qui a eu pas mal d'importance, et qui s'est aussi battu pour, au début, dans les années 1920 je pense, pour une éducation nouvelle. Alors l'éducation nouvelle, il y a beaucoup de personnes au courant du XXe siècle, notamment Freinet, peut-être que vous connaissez, après, bon, plein de courants pédagogiques qui vont naître, Montessori, des choses comme ça, avec plus ou moins de succès. Et qui vont, en tout cas Russell, il va mettre vraiment cette idée d'esprit critique et de scepticisme scientifique un peu au centre de cette idée d'éducation. Au milieu, là, il y a peut-être qu'ils le reconnaissent aussi. Ah oui, bien joué. C'est quelqu'un qui, alors je vais expliquer pourquoi je l'ai mis. Uri Geller, c'était un personnage qui passait beaucoup à la télé dans les années 70-80 et qui prétendait pouvoir tordre des cuillères à la force de la pensée. C'est un des trucs dont on a parlé cet après-midi avec les jeunes d'ailleurs. Donc il prétendait être capable de faire de la télékinésie, hein, donc vraiment pouvoir tordre du métal par la pensée. Et donc à ce moment-là, il y a des gens qui s'est un peu agacé, des gens qui avaient une approche, alors soit des scientifiques, mais aussi beaucoup des magiciens, qui connaissaient ces trucs et astuces, et qui se sont dit, c'est pas cool de faire croire aux gens, alors que nous on sait très bien ce qu'il y a derrière. Et du coup ça va créer un mouvement, dans les années 70-80, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, qui est la zététique. Et la zététique, ça a été inventé par un professeur à Nice qui s'appelle Henri Brock, qui est toujours en vie, et qui s'est dit, en fait on peut pas trop laisser des gens comme ça à la télé ou dans les médias raconter un petit peu n'importe quoi. Et le dernier que je vous ai mis,
Donc voilà, je vous passe les détails de la zététique, mais en tout cas c'était ça à l'origine. Et le dernier que je vous ai mis, alors peut-être que là les plus jeunes connaissent, c'est une chaîne, c'est un créateur de contenu sur Instagram et sur TikTok qui s'appelle l'Esprit Critique, tant qu'à faire, hein. On réutilise le nom directement, donc c'est le nom de sa chaîne, l'Esprit Critique, et qui aujourd'hui, pareil, promeut des idées d'esprit critique sur les réseaux aujourd'hui. Alors ce que je voulais vous montrer avec ces différents personnages-là, c'est qu'il se passe un truc assez important au début du XXe siècle, c'est qu'ils vont reprendre un peu toutes ces idées qu'on a vues avant et se dire, contrairement à eux pour qui ces raisonnements, ces questionnements, ils restaient beaucoup entre l'élite et intellectuelle, si vous voulez. C'était vraiment des questionnements voilà, entre scientifiques, entre philosophes, entre grands intellectuels. À partir de ce moment-là, on va se dire, en fait, c'est des sujets qui concernent tout le monde. C'est vraiment un enjeu public. Et il faut que le plus grand nombre puisse avoir accès à ces questionnements-là. Et du coup, à travers différentes formes, hein, que ce soit à travers les médias, à travers l'éducation ou à travers des associations, c'est un moment où cette question du scepticisme va devenir un vrai enjeu public et un enjeu politique. Et donc pareil, avec plus ou moins de succès, hein, suivant les formes que ça a pris, mais c'est un des éléments assez importants. Alors, maintenant que j'ai fini un petit peu mon histoire assez raccourcie, vous pourrez vous dire en fait quel est le point commun entre Pyrrhon qui doutait de l'existence des arbres et nous aujourd'hui, enfin moi par exemple à travers mon association, qui vont enquêter à travers la méthode scientifique sur des questions, etc. Et on pourrait se dire ça n'a rien à voir, c'est plus du tout du scepticisme comme Pyrrhon. En fait il y a un point de vue que j'aime bien, qui vient notamment du philosophe qui s'appelle Claudine Tiercelin, qui dit que le scepticisme en fait c'est pas une position en soi, c'est un point de départ. Okay, c'est le fait de se dire, de se mettre d'accord sur, ok, accéder à la connaissance, c'est quelque chose de compliqué. C'est, voire impossible, certains diraient, mais en tout cas, c'est important, c'est central dans notre philosophie de se dire que connaître des choses, c'est compliqué. Et après, ce qui va changer entre les différentes approches, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ce point de départ? Alors, il y en a qui vont dire, bon, ben c'est foutu, c'est trop compliqué, on peut rien savoir. Ok, on fonce dans les arbres. Et puis il y en a d'autres qui vont dire oui, mais en fait avec un peu de méthode on peut en faire quelque chose. Il y en a qui vont dire oui, c'est un sujet politique. Il y en a qui vont dire, alors je ne vous ai pas fait de détails, mais il y en a qui vont être plutôt de dire par le pouvoir de la pensée on peut s'en sortir, ou il y en a qui vont dire plutôt par le pouvoir de l'expérience. Ok, hein, c'est la différence entre les rationalistes et les empiristes. Il y en a qui vont dire il faut s'en remettre à Dieu. Bon, il y a plein de formes de scepticisme qui existent. Ce qui les relie, c'est ce point de départ-là, c'est compliqué de savoir des choses. Et ça, je pense que, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il ne faut pas s'arrêter là, bien évidemment, on peut le dépasser, hein, donc c'est vraiment toute l'idée du sceptisme méthodique à la Descartes. Alors, voilà, on a vu 3 points. L'extrême droite progresse, l'extrême droite se nourrit de la manipulation de l'information et de l'appauvrissement intellectuel, et l'esprit critique promeut un rapport à l'information plus simple, donc bingo. L'esprit critique permet de lutter contre les idées de l'extrême droite. On est sauvé. Bon, c'est plus compliqué que ça. Peut-être que vous le ressentez. Mais en tout cas, c'est un bon point de départ de partir de ça pour réfléchir. Et alors, un des points, on va dire, une des raisons premières pour laquelle c'est plus compliqué que ça, c'est que l'esprit critique, c'est beaucoup de choses. Des fois, on parle de nébuleuse de l'esprit critique. Hein. Aujourd'hui, ceux qui se revendiquent de l'esprit critique, ça peut être des choses très très différentes. Et on va voir que c'est pas toujours un rempart très efficace à l'extrême droite. Alors, je vous ai pris 2 exemples qui montrent qu'en fait, voilà, l'esprit critique, c'est pas une baguette magique contre l'extrême droite. C'est 2 personnages qui se revendiquent de l'esprit critique et qui ont au moins flirté, voire clairement plus, avec l'extrême droite. Le premier, c'est quelqu'un qui s'appelle Paul-Éric Blanc-Rue, ici à gauche, qui est donc en gros, Paul-Éric Blanc-Rue, il a fondé en 1993 le cercle zététique, hein, donc zététique c'est ce dont je vous parlais avant, donc d'enquête critique sur des sujets paranormaux. Donc il a été directeur de publication des cahiers zététiques, et puis en 2003, le cercle zététique a fait une scission à cause de divergences politiques, notamment à cause de lui. Et en fait, il est connu pour ses positions royalistes, antisémites,
et ses liens avec l'extrême droite et des auteurs négationnistes, notamment Faurisson. Bon. Ça fait un sacré CV. Donc on peut voir qu'apparemment pour cette personne-là, au moins, l'esprit critique ne fait pas barrière à l'extrême droite. Et le deuxième, alors peut-être que certains le connaissent aussi, c'est un youtubeur, vidéaste, qui s'appelle Psyodélique, et qui s'autoproclame donc de l'esprit critique aussi, et de l'esprit critique. Et il tient régulièrement des propos réactionnaires, racistes, homophobes, opposés au progressisme, aux luttes sociales, contre le wokisme, comme il dit. Il est régulièrement qualifié d'influenceur d'extrême droite par les médias. Donc, bon, là je vous montre deux exemples qui sont assez extrêmes, okay, mais c'est pour un peu comme un contre-exemple, une preuve par l'absurde. Non, l'esprit critique, c'est pas une baguette magique contre l'extrême droite. Et en fait, le problème, c'est que c'est un terme qui est suffisamment flou, okay, pour qu'il puisse être modelé et collé à des idées diverses et variées. Ok. Alors, ces limites de l'esprit critique, elles sont, comment dire, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus depuis quelques années. Je vous ai mis quelques exemples et moi je me suis pas mal intéressé à tout ce corpus-là, on va dire, de gens qui remettent en question un peu cet esprit critique et en tout cas de le considérer un petit peu comme une baguette magique un peu trop efficace. Hein. On nous le ressort à toutes les sauces, il faut plus d'esprit critique, etc. Je vous en ai mis quelques-uns. Alors je dis pas qu'il en faut pas, je veux juste dire que c'est plus compliqué que ça. Le premier, c'est un chercheur suisse qui travaille notamment sur la question du complotisme, qui a fait une conférence qui est assez intéressante qui s'appelle Contre l'esprit critique. Le deuxième, je vais vous en reparler après, c'est un ouvrage qui a été produit par une association qui s'appelle Efficience et qui s'appelle Éduquer aux approches critiques. Alors vous remarquerez qu'il ne parle pas d'esprit critique, mais c'est volontaire, hein, il ne veut plus utiliser le terme d'esprit critique, et je l'expliquerai aussi après pourquoi. À droite, vous avez Les dangers de l'esprit critique par Céline Schopfer, qui est une amie et qui vient de finir sa thèse sur comment on fait pour définir l'esprit critique, qu'est-ce que ça veut dire de définir l'esprit critique, et qui a toute une partie de son travail qui s'intéresse aux dangers et aux limites de l'esprit critique. Bon, je continue. La pensée critique, fausse bonne idée d'un chercheur toulousain qui s'appelle Jean-Loup Fourquet. Là, c'est une thèse aussi, c'est un article qui est issu d'une thèse qui s'appelle Débat public et panique morale autour des fake news en France. La face cachée de l'esprit critique par une autre chercheuse qui s'appelle Charlotte Barbier. Et un petit article en bas qui s'appelle Tout l'esprit critique du monde ne suffira pas par un certain Nicolas Martin. Voilà, ça c'est un travail que j'ai fait qui essayait un petit peu justement de compiler un petit peu toutes ces critiques qui peuvent être faites de l'esprit critique. Alors, je vais essayer d'être concis et synthétique, on pourrait essayer de s'étaler un petit moment. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut reprocher à l'esprit critique. Le premier, qui revient très souvent, qui est un des plus importants, c'est ce qu'on appelle l'individualisme épistémique. Un peu un terme compliqué, pour dire qu'en fait on fait tout peser sur l'individu. Les failles dans la circulation de l'information sont de la responsabilité de l'individu, et c'est à cette échelle qu'il faut agir. C'est-à-dire, c'est un peu gommer toute la question, on va dire, par exemple des médias, des réseaux sociaux, du marketing, de la publicité, je sais pas, des questions démocratiques, politiques, etc., pour dire aux individus, c'est à toi de savoir reconnaître une fake news d'une bonne information. Ok, ça c'est vraiment un problème assez majeur. Un deuxième problème, c'est ce qu'on pourrait appeler le rationalisme naïf. Okay, c'est moi qui l'appelle comme ça. C'est de prétendre que le rationalisme, la raison, qu'on invoque un peu facilement, est forcément la réponse à tout, et sans trop de remise en question. Alors, je vous montrerai un exemple parce que c'est pas forcément très clair dit comme ça. Ça vient d'un livre que j'aime, d'une BD que j'aime bien, peut-être qu'ils l'ont lu, qui s'appelle Champ de bataille. Alors Champ de bataille, c'est une BD qui s'intéresse à quelque chose qui s'est passé notamment au cours du XXe siècle en France. C'est le roman Brenan. Alors roman Brenan, les plus anciens savent ce que c'est. C'est le fait de redécouper donc les territoires ruraux, okay, qui étaient, on va dire, découpés un petit peu, pas de manière très rectiligne, si vous voulez, hein, qui suivaient des courbes qui correspondaient, je sais pas, à l'histoire du territoire, de qui habitait là, etc., etc. Et à un moment donné, en France, on s'est dit, on va faire des trucs qui sont très efficaces.
beaucoup plus productif. On va faire des grands champs, comme ça, très bien découpés en angle droit, avec des grandes routes aussi pour pouvoir y accéder en tracteur, et qui ne respectent pas en fait l'histoire, en fait, possiblement des paysages, des gens qui ont cette BD, hein, je vous la conseille, elle raconte cette histoire-là. Et du coup, là, je vous ai mis un tout petit extrait qui montre un peu comment justement la rationalité peut être invoquée dans ce genre de cas. Donc là, on a une dame qui dit ceci. Mes parents avaient une épicerie et 100 pommiers. Des arbres de 15 ans en plein rapport, ils ont tous été liquidés. Les pommiers acides ont été considérés par l'État comme sans valeur. Et donc ça, c'est une dame qui se plaint que justement son champ, en tout cas son terrain a été remembré. Et du coup, la personne en face, qui est un membre d'administration, lui répond: ces pommiers sont des obstacles à l'utilisation rationnelle du sol. Okay. Ils empêchent le travail des machines. Ils sont considérés à tort par les habitants comme une richesse irremplaçable. Okay. Donc là, c'est la dame qui se trompe. Et la bonne rationalité, l'utilisation rationnelle du sol, ça va être l'utilisation productive, efficace du sol. Okay. Et vraiment, la BD revient très souvent là-dessus, sur l'espèce d'incompréhension qu'il y a entre des populations qui connaissent un lieu, qui ont certaines valeurs qui les touchent, etc., et un instrument, on va dire, étatique, qui va être beaucoup plus productiviste dans l'efficacité, et qui va en appeler à la rationalité pour ça. Alors, je vous ai mis un autre extrait qui dit: messieurs, le remembrement est le seul salut de nos campagnes. Ceux qui ne comprendraient pas les avantages d'un regroupement de leurs terres s'en convaincront lorsqu'ils verront leurs voisins en bénéficier. C'est vraiment ceux qui ne sont pas d'accord, soit c'est qu'ils se trompent, soit c'est qu'ils vont changer d'avis. Donc là, vraiment, on confond un petit peu rationalité et efficacité. Et dernière limite, mais qui décolle un petit peu de ces deux avant, c'est ce qu'on pourrait appeler l'injustice épistémique. Donc quand je dis épistémique, c'est pas un mot qui est forcément très commun, c'est en rapport à la connaissance. Ok, donc c'est des injustices qui pourraient se faire autour de la connaissance ou du savoir. Et ce qu'on appelle la justice épistémique, c'est quand on va un peu imposer à un individu une bonne manière de penser. Okay, c'est vraiment ce qu'on voyait dans l'extrait d'avant. C'est si vous croyez que ça a de la richesse, vous vous trompez, voilà la bonne manière de penser. Et donc ça, c'est, quand on regarde les limites de l'esprit critique, c'est souvent sur ces choses-là qu'on retombe. Okay, c'est un ton très sûr de soi, des fois très paternaliste, sur la bonne manière de penser, et qui va aussi énormément responsabiliser et culpabiliser les individus. Si tu penses pas bien, si tu te trompes, si tu tombes dans des fake news, c'est ta faute. Parce que tu aurais dû mieux penser. Alors, on peut avoir l'impression que c'est assez caricatural, que personne ne défend un esprit critique comme ça. Alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai, et je vais vous montrer une vidéo juste après de... Alors, parce qu'en fait, c'est le problème. Et donc ça... Et donc... je vais vous montrer une vidéo qui vient de Gérald Bronner, que peut-être certains connaissent. Gérald Bronner, il est sociologue, il est professeur de sociologie à la Sorbonne, et on va dire que c'est un grand nom de l'esprit critique, au moins au sein du gouvernement en tout cas. Il a été en charge de plusieurs commissions, il est membre de beaucoup d'académies, etc. Et depuis maintenant 2 ans, non, depuis 1 an, depuis 2025, il a lancé une université populaire de l'esprit critique à la Sorbonne. Bon, pour ceux qui travaillent dans des commissions populaires, vous me direz si c'est vraiment, ça on peut le catégoriser d'université populaire quand c'est une conférence d'une personne à la Sorbonne, je ne suis pas sûr. Et qui, vous allez le voir, je vous mets un extrait qui est un peu long mais qui montre bien l'esprit critique que lui défend. Et donc ça va contribuer à nous polariser. Par exemple, Facebook, pendant longtemps, un message qui était assorti de l'émoticône colère était 5 fois plus visible qu'un message assorti de l'émoticône like. Et on a observé exactement la même chose sur le Weibo chinois. Donc vous voyez, c'est pas culturel, il y a des hameçonnages de notre attention. Parce que n'oubliez pas que ces entreprises, elles ont pour but de convertir notre disponibilité mentale en capital économique par l'entremise de la publicité. C'est leur business model. Je ne critique pas si je puis dire, mais le problème c'est que leur intérêt économique n'est pas toujours convergent avec les intérêts de la démocratie. Parce que leur intérêt à eux, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur YouTube, etc., etc. Sauf que peut-être que vous allez rester plus longtemps s'il y a, par exemple, des vidéos d'un politique qui se fait entarter, etc., que plutôt un cours de physique quantique.
Enfin, pas nous ici, je veux dire, mais les autres, dehors, ils sont comme ça. Et donc, peu à peu, notre espace public est grignoté par de la conflictualité, par de la fausse information, etc. Ça se passe doucement, mais ça se passe assez sûrement. Mais on espérait quand même raisonner les grands propriétaires de réseaux sociaux pour qu'ils fassent de la modération. Et vous savez qu'ici en Europe, on est une citadelle d'une certaine façon, on a le Digital Services Act qui peut punir très vertement des grandes entreprises si elles n'ont pas un peu patte blanche, même si on peut discuter des moyens de contrôle, mais peu importe, ça va dans le bon sens, et puis, voilà. Et puis, tout à coup, les choses ont basculé, et on ne sait plus tellement, je ne vois pas dans l'avenir, mais on ne sait plus tellement si on peut compter sur ces puissants leviers qu'était la modération sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Nous, c'est-à-dire notre cerveau. Les meilleurs régulateurs, les meilleurs modérateurs, c'est nous. Si nous ne partageons pas de la fausse information, si nous ne la likons pas, si éventuellement nous contre-argumentons sur notre, disons, zone de compétence, eh bien c'est ce que nous pouvons faire de mieux. Mais le problème, il y a encore une petite étape. C'est... Voilà, je trouve cet extrait assez explicite, hein. Il y a vraiment deux éléments à voir. C'est le premier, ce que font les réseaux sociaux, les GAFAM, etc., ces géants du numérique, on ne peut rien y faire, ok. C'est leur business model. Comme il dit, je ne critique pas, si je puis dire. Et puis du coup, ce qui reste, c'est les individus. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire contre voilà, les géants de l'information, les médias, les réseaux sociaux. Ce qu'il faut faire, c'est juste responsabiliser les individus pour apprendre à mieux traiter l'information. Alors, je vous ai fait un peu une image là, hein. On peut vraiment voir cet esprit critique comme une sorte de réduction. Déjà, on va s'intéresser que à l'individu, ensuite on va s'intéresser que à sa partie cognitive, donc vraiment à ses processus mentaux, et puis vraiment que à la partie intellectuelle. Okay, je vais vous montrer après comment on peut voir les choses autrement. Et puis la seule chose qu'on a à répondre à ça, c'est ce qu'on peut appeler des fois une hygiène mentale, hein, c'est le fait de mieux penser, de mieux raisonner. Et dans cette vision de l'esprit critique là, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Alors il y a ma collègue Céline Schopfer, elle prend un exemple assez caricatural mais que je trouve assez parlant. C'est celui de quelqu'un qui aurait peur avant de monter en avion. Okay, donc vous êtes avec un ami, voilà, avant de monter en avion, il est un peu en panique, etc. Et puis là, vous avez le penseur critique qui arrive avec des statistiques et des tableaux en disant « mais regarde, attends, je vais te montrer comment on vole en avion, et puis les statistiques sur les 15 dernières années, etc. etc. » Là, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment la bonne approche à ce moment-là ? Probablement pas. Okay, ça serait... c'est vraiment... voilà, on peut s'attendre à ce qu'une meilleure approche, ça serait peut-être de le rassurer, d'avoir un côté plus émotionnel, etc., essayer de comprendre ce qu'il vit, etc. Donc, cette approche de l'esprit critique est vraiment centrée sur le côté très intellectuel, c'est pas toujours la bonne réponse. Alors, je me suis dit, si on reprenait l'infox, la fake news qu'on a vu tout à l'heure sur la ville des Noirs, avec cette grille de lecture-là, en fait, ce qu'on pourrait en dire, c'est que les individus qui ont adhéré et propagé cette information, ils ont mal raisonné, parce qu'ils ont surestimé la plausibilité de l'information, ils sont tombés dans un biais de confirmation, puis ils n'ont pas vérifié l'information, ils n'ont pas confronté à d'autres sources, et pour mieux faire, ils auraient dû être plus méfiants envers ces préjugés, se confronter à des informations annexes. Ça, en vrai, c'est très bien, c'est vrai, et il faut penser à le dire. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut aussi dire qu'il y a une responsabilité des médias, des chroniqueurs, de comment ils en ont parlé, des réseaux sociaux, etc., etc. Juste se limiter à responsabiliser les individus, ça ne peut pas être suffisant. Et en fait, on tombe, si on est là-dedans, dans ce qu'on pourrait appeler l'esprit critique des petits gestes. Hein, il y a vraiment un parallèle à faire avec l'écologie. Quand on parle d'écologie des petits gestes, c'est on déresponsabilise les grosses structures et on responsabilise les individus parce que c'est à eux de mieux gérer l'écologie et là, en l'occurrence, de mieux gérer l'information. Et je vous ai mis un extrait d'une chercheuse, Isée Hochez, qui vient de finir sa thèse sur ces questions-là, et qui dit ceci: cet idéal de rationalité individuelle qui a été construit par le débat public sur les fake news, mon idée n'est pas tant d'être pour ou contre, mais de dire que la réalité sociologique qui est supposée correspond à cet idéal est trop exigeante. S'il faut attendre que l'ensemble des internautes développent ces mêmes réflexes que des personnes qui sont très disponibles, très socialisées à l'esprit scientifique, complètement immergées dans un univers culturel qui valorise cette vérification,
alors cet idéal individuel ne peut pas être la solution. Ces conditions de possibilité d'extension sont trop coûteuses, trop rares. Hein, vraiment, si on se dit que là, il faut enseigner à chaque personne individuellement toutes ces questions de logique, de raisonnement, d'argumentation, de fonctionnement cognitif, etc., c'est extrêmement long, extrêmement coûteux, et c'est très peu probablement la meilleure solution. Moi, ça fait des années que j'enseigne, que je baigne un peu dans ces questions d'esprit critique. Je suis vraiment pas sûr d'avoir beaucoup plus d'esprit critique que la moyenne. Okay, je pense pas que la solution se fasse à ce niveau-là. Alors j'ai mis un autre extrait d'une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Albert Boukébert, qui est assez médiatisé et qui va justement revenir sur ce point-là. Tu fais une conférence sur ce sujet. Est-ce que l'apprentissage est genre la solution est-ce que tout est résolu à l'école? Quelque chose, dès qu'il y a un problème sociétal, on dit tout commence à l'école, tout commence à l'école. Et non. Genre, c'est juste que je trouve que l'éducation, et je sais que ça va paraître bizarre ma phrase, mais je vais développer, l'éducation est la solution facile. Parce que, à nouveau, on met la responsabilité sur des individus, sur les profs ou sur les élèves, et ça permet d'invisibiliser des facteurs beaucoup plus systémiques, beaucoup plus politiques, qui font qu'on doit s'attaquer à des gens ou à des structures qui sont tentaculaires, parfois trop puissantes. Genre on avait avant, je ne sais pas si vous connaissez l'expression too big to fail, aujourd'hui ça s'appelle too big to jail. C'est-à-dire il y a des gens qui sont trop gros pour pouvoir mettre en prison ou les faire porter leurs responsabilités, et du coup on se dit bah ok, comment est-ce qu'on va faire pour ne pas réaliser qu'on est impuissant? Eh ben l'éducation, en sachant que l'éducation ça prend des générations, donc si ça marche pas, on dit qu'il faut juste plus de temps. Après il faut faire attention de ne pas tomber dans l'autre écueil. Je ne dis pas que l'éducation n'est pas importante, évidemment qu'il faut éduquer les enfants sur le réchauffement climatique, évidemment qu'il faut éduquer les gens sur les violences physiques, les violences sexistes, les violences racistes, etc. Et évidemment qu'il faut éduquer les enfants sur la technologie, sur l'IA, etc. Mais évidemment que c'est pas suffisant, et évidemment que c'est pas ça qui aura le plus grand poids. Encore une fois, on a essayé d'éduquer autant qu'on peut les gens sur le climat, et ça a fait un peu pchit. Aujourd'hui, ça a un nom, ça s'appelle le modèle du déficit informationnel, c'est-à-dire de croire que les gens n'agissent pas parce qu'ils sont en manque d'informations. Ben on a fermé le cap du déficit informationnel, tout le monde quasiment sait, et c'est pas pour autant qu'ils peuvent faire quelque chose, pour plein de raisons. Un, parce que c'est pas à leur niveau la marge de manœuvre, genre si moi je décide de plus prendre d'avion, de plus manger de viande, de pas avoir de voiture demain. Ah, ça a coupé. Bon, c'est presque la fin. En gros, il rajoutait qu'en fait, tant qu'on ne responsabilise pas des structures et des personnes plus importantes, bah en fait, on ne peut pas trop avancer. Alors là, je vous avais fait un schéma qui est vraiment probablement le slide le plus rempli que j'ai fait de ma vie. Alors, on va le passer un peu vite parce que d'ailleurs, ça a beaucoup avancé le temps. Mais en gros, c'était repartir un petit peu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, où il y avait une vraie réduction de l'esprit critique à vraiment l'aspect que intellectuel. Et en fait, de voir qu'on pourrait s'attacher à beaucoup de choses. Si jamais ça vous intéresse, on pourra revenir un peu dessus. Mais pour faire simple, en fait, en plus de la cognition, on pourrait s'intéresser aussi aux conditions matérielles des gens. Qu'est-ce qui fait que les gens vont avoir accès à l'information ou vont avoir envie d'y accéder, les moyens financiers, les moyens temporels, etc., d'accéder à l'information. Et puis après, il y a tout un pan, évidemment, qui est la question du collectif. Et puis voilà, la collective, on peut réfléchir à beaucoup de questions sur comment améliorer la pensée critique, en tout cas la circulation de l'information. Donc voilà, là je vais résumer en 4 grandes parties. Je vais aller jusqu'au bout quand même. Tac, tac, tac. Ah, non. Oh là 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 là. Tu fais une conférence sur ce. Oh, un petit peu de conférence. Ah là là, c'est terrible. Je gère pas très bien Canva, Alison, je pense qu'il faudra que tu me donnes des cours. Tac, 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 tac. Bon, bref. En gros, voilà, dans le parti collectif, ce que je mettais, c'était vraiment comment on réfléchit à l'éducation, comment on réfléchit à la démocratie, comment on réfléchit à la circulation de l'information. Donc ça recoupe plusieurs choses, mais notamment les médias, les réseaux sociaux, la médiation scientifique, et puis comment on réfléchit aussi à la production de l'information, comment on fait de la recherche scientifique, qui la finance, comment on choisit des sujets, quelle place pour les citoyens au sein de la recherche scientifique, le journalisme, on peut se poser les mêmes questions, évidemment. Donc ça en fait c'est un peu, tout ce qu'on voit là, c'est un peu différentes grilles d'analyse de pourquoi certaines informations vont circuler plus que d'autres. Et puis après en fait ça, voilà, je vous dis que c'est vraiment très très chargé. Vous avez cru que c'était fini, mais pas du tout. Et puis de l'autre côté en fait de ce carré-là, je mettais les actions qui sont possibles. Et donc tout à l'heure je vous parlais que de l'autodéfense rationnelle, hein, qu'on
pourrait appeler. En fait, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Et puis sur la partie collective, j'ai cité plein d'associations, de collectifs qui existent et qui réfléchissent à ces questions-là. Donc évidemment, j'ai mis la Ligue de l'enseignement sur la partie éducation, mais pas que, en fait. La Ligue d'enseignement s'occupe de plein d'autres choses. Les universités populaires, les universités autogérées, par exemple, qui pourraient être des formes alternatives d'éducation. Pour la démocratie, j'ai parlé de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été un peu un échec, mais qui dans l'idée, c'était une très bonne idée à mon avis. Espoir RIC, qui est une association qui est maintenant d'ailleurs un parti politique, je pense, qui milite pour les référendums d'initiative citoyenne. Voilà, alors, je sais pas, parce qu'il y a toujours deux RIC en fait, bref, peu importe, mais pour plus de démocratie, quoi, si vous voulez. Pour la question de la publicité, je parle de résistance à l'agression publicitaire, le RAP, qui est une association qui lutte contre la publicité, Acrimed pour les médias, Tournesol, qui est un collectif qui essaie de réfléchir à d'autres manières de faire des réseaux sociaux, de faire surtout des algorithmes de réseaux sociaux, les algorithmes qui vous imposent ce que vous voyez, ça a une influence énorme, et eux réfléchissent à comment on pourrait faire des algorithmes de recommandations différents. Pour la recherche scientifique, on peut parler par exemple de Stand Up for Science, et puis pour l'IA, je cite aussi une association qui s'appelle POSIA, qui met un peu en alerte en fait sur les dangers actuels de l'IA. Pour faire ça. Et puis, je finis là-dessus, c'est un peu débordé. J'ai fait un travail, pareil, je vous le mets juste comme ça, on va pas rentrer en détail. J'ai demandé, et c'est un travail que vous pouvez faire aussi, que je trouve très intéressant et qui m'occupe une bonne partie de mon cerveau en ce moment, c'est d'imaginer, on est en 2050, okay, et on vit dans une utopie informationnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un peu résolu tous les problèmes actuels, je sais pas, le manque de démocratie, la place des fake news, le complotisme, etc., l'exclusion des gens, bref, tous ces problèmes-là qu'on peut raccrocher à la question de l'information. En 2050, on a tout résolu. Et ce que j'ai demandé à des gens, alors j'ai demandé, c'est pas moi qui ai rempli ça, j'ai demandé à des gens qui travaillent dans ce milieu, donc des gens de mon association ou des gens qui enseignent ces questions d'esprit critique. Pour vous, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Quels changements ont été pris qui font que la question de l'information est bien meilleure? Et ce que j'ai trouvé intéressant, et je ne m'attendais pas forcément à ce point-là, c'est qu'il y a quelques points sur l'éducation et la recherche, il y a quelques points sur les médias, il y a quelques points sur le numérique, mais là où il y a une grosse partie, c'est vraiment sur alors la démocratie, d'une part, et surtout la justice économique et sociale, qui est vraiment genre sur comment les gens, dans quelles conditions matérielles vivent les gens, et comment ils peuvent avoir accès à de l'information saine, etc., comment ils peuvent participer à la circulation de l'information. Voilà, on rentre pas trop en détail, pareil, si vous voyez des trucs qui vous questionnent, on pourra revenir dessus. Et puis ma dernière slide, et puis je m'arrêterai là-dessus, je me suis dit, maintenant qu'on a vu tout ça, on a fait un long chemin, on a un peu perdu de vue l'extrême droite, je me suis dit, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire alors, en tant que, pour ceux qui sont concernés, en tant que professionnels de l'éducation, ou amateurs, pour ceux que ça intéresse. Premièrement, c'est de considérer les autres aspects et ne pas se restreindre à ne parler que des aspects cognitifs quand on parle d'esprit critique. Okay, c'est aussi parler qu'il y a des questions de démocratie, il y a des questions médiatiques, il y a des questions numériques qui sont aussi très importantes et qu'on ne peut pas responsabiliser les individus plus que ça. D'ailleurs, j'ai fait une intervention ce matin auprès des jeunes et c'est un peu ce que j'essaie de leur montrer, c'est qu'en fait souvent eux ils ont les compétences pour aller chercher des informations en ligne, mais souvent ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu débordés, si vous voulez, d'informations à travers les réseaux sociaux, etc. Ils ne sont pas mis dans de bonnes conditions, si vous voulez, pour aller faire preuve d'esprit critique. Et qu'en fait on ne peut pas juste leur dire c'est ta faute. C'est ta faute si tu te fais avoir par toutes ces infos, etc. On ne peut pas se contenter de ça. Donc le premier c'est considérer. Le deuxième c'est coopérer entre professionnels et donc des gens qui travaillent sur d'autres sujets, qui travaillent sur les sujets des médias, qui travaillent sur des sujets du numérique, de la démocratie, etc. Voir comment on peut faire fonctionner tout ça ensemble. Et puis le dernier c'est vraiment intégrer ces questions aussi dans nos enseignements, c'est-à-dire vraiment parler du fonctionnement de la démocratie, présenter d'autres alternatives au scrutin actuel par exemple, parler du fonctionnement des médias, donc c'est la partie d'éducation, médias, l'information, etc. Et tout à l'heure je vous parlais d'un petit document qui s'appelle « Éduquer aux approches critiques » et c'est vraiment leur parti pris, c'est de dire nous on ne veut pas se contenter de l'esprit critique et on veut s'attaquer aussi à ces autres questions-là et c'est un document qui est vraiment à destination
des enseignants et des gens qui font de l'éducation pour dire, ben voilà, assez concrètement, des séquences pédagogiques qui peuvent être faites où on va parler de ces autres questions-là, des médias, de la démocratie. On va faire de la démocratie en classe, c'est-à-dire vraiment, on va réfléchir entre nous à prendre des décisions, etc. etc. Et voilà, c'était un peu les 3 derniers points que je voulais vous montrer. Et ben, je vais m'arrêter là. Et puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Juste un petit mot pour conclure. Merci Nicolas d'abord pour cette conférence qu'on a initiée. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Jean-Luc Lévy, délégué libéral de l'Université de Nouvelle-Zélande. Je prends juste la parole parce qu'on a eu quelques retours pour proposer ce thème de conférence. Jean-Luc Gadiou. On a eu quelques retours quand on a proposé ce thème de conférence que peut l'esprit critique pour déconstruire les thèses de l'extrême droite. Vous savez, depuis quand la Ligue fait de la politique, une association devrait être neutre. Alors, la Ligue fait de la politique depuis qu'elle a été initiée, et depuis qu'elle existe en 1866, puisqu'on défend un projet de société, et donc on a un projet politique, et donc on fait de la politique, on a un projet politique, et on défend notre vision d'une société du vivre ensemble. Ça, c'est bien un projet politique. Donc oui, on fait de la politique. Et l'extrême droite aussi. Et pourquoi on a choisi l'extrême droite? Parce qu'il nous semble que le projet de société de l'extrême droite est à peu près à l'inverse du nôtre. Donc on s'est dit, ça fait un bon thème de conférence. Donc voilà. Et puis on nous a aussi interrogé en disant, parce que je vous disais, la Ligue devrait être neutre comme les associations, y compris parce que dans leur financement, elle est en partie financée par des fonds publics. Alors ça m'a un peu interpellé, donc je me suis aussi renseigné, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé un document qui me semble intéressant et du coup qu'on a mis en téléchargement sur notre site, qui s'appelle « Neutraliser le monde associatif, enquête sur une injonction à la dépolitisation ». Et donc ça montre que même avec des financements publics, une association peut parler de politique, y compris dans ses financements. Il suffit qu'on respecte quelques règles. Mais oui, on peut faire de la politique, même quand on touche des financements publics. Et donc vous pouvez télécharger ce document qui fait une cinquantaine de pages et que moi j'ai trouvé très intéressant et qui m'a apporté quelques réponses aux questions qu'on me posait. Voilà, donc on va continuer, comme c'était notre question de congrès, l'éducation à l'esprit critique, on va continuer. Encore et encore, et notre projet d'éducation populaire, parce que je pense qu'on n'en est pas au bout. Et puis on fait déjà des choses, et Alison pourra en parler mieux que moi, mais elle vous en parlera en buvant un coup si elle reste. On fait de la formation pour déconstruire les fake news, on fait de l'éducation à l'image, d'éducation à l'information, du décryptage de l'information, et ça, tout ça, ça fait partie. Merci à tous, en tout cas, on pense. C'est pas avoir autant de monde et on est bien content.